Also, je vais poser mes questions en allemand, mais je pense que vous êtes bien soutenu à l'arrière. Also in der aktuellen letzte Woche geöffneten. Donc, la semaine dernière, la Biennale d'architecture à Venise s'est ouverte et l'Autriche est représentée dans son pavillon par donc le logement social à Vienne. Il y a 220 000 logements HLM avec 7,50 € par mètre carré, plus 200 000 logements subventionnés. Et si j'ai bien compris, presque la moitié des foyers à Vienne vit dans du logement subventionné. Donc tout d'abord, avant de passer à d'autres questions peut-être un peu moins techniques, vous pourriez peut-être préciser les choses, mettre les points sur les i pour qu'on comprenne bien. Donc, il y a la ville de Vienne qui est propriétaire d'une partie des logements. La ville de Vienne a une politique d'acheter des emprises, mais travaille aussi avec des coopératives de construction. Et les promoteurs privés doivent aussi fournir une partie de logement social ou subventionné. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Mais est-ce que, Monsieur Fly, est-ce que vous pourrez nous donner un petit cours qui nous expliquerait le système, comment la ville et les autres promoteurs et les bailleurs sociaux se partagent la tâche dans ce logement social ou subventionné. Alors, effectivement, ce que nous n'avons pas dit, c'est que la ville de Vienne, elle a la ville et bien sûr la province. Et il y a la ville de Vienne et il y a la province de Vienne. Et quand on parle de logement de la commune, c'est la ville de Vienne qui est le bailleur social. Mais ça, c'est un système, en fait, maintenant, il a été réintroduit depuis 5 ans, des constructions urbaines qui sont gérées par la ville. Ce sont des concours de promotion immobilière qui sont organisés par la ville de Vienne. Et donc, il y a des concours où les bailleurs sociaux, des promoteurs peuvent participer avec des architectes, mais c'est pas forcément toujours à but non lucratif. Ça peut être financé de manière libre aussi et que ça peut aussi être à profit à condition de remplir certains critères comme le prix des loyers. Donc le prix de l'emprise du terrain, il est plafonné. Tout ça, c'est très bien encadré et il y a des promoteurs et des bailleurs sociaux qui peuvent participer au concours. Et souvent, c'est quand même les bailleurs sociaux qui gagnent parce qu'il n'y a pas cette logique de profit. Et ça, c'est quand même important pour cette question du prix du loyer par mètre carré. Donc, les bailleurs sociaux ont des avantages par rapport aux promoteurs privés. Merci beaucoup. Est-ce qu'à Bregance et à Grasse, c'est très différent ou bien? Alors, à Bregenz, dans le Vorarlberg, c'est très différent, oui, définitivement. Le logement social, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment défavorisées. La couche moyenne à Bregenz, elle emménagerait pas dans un HLM ou dans un logement social. Donc, et là, il y a aussi très peu
d'infrastructures communes. Là, c'est vraiment très, très différent. Et de même, de lui-même, le marché ne changerait pas. Et ça fonctionne peut-être un peu mieux en province, mais dans les villes, à Bréganz, etc., c'est très compliqué puisque la problématique, elle est plutôt au niveau de la concentration de certaines couches, certains milieux de la société, puisque parfois il y a des sociétés parallèles qui se créent même à la campagne, dans les petites villes. Donc, l'affectation, l'accompagnement de ces institutions communautaires, ça pourrait aider, mais ce sont deux aspects qui manquent maintenant dans ce système et ça crée des problèmes dans la société. Je voudrais compléter. Donc, Vienne, ce qui est particulier dans le logement subventionné ou social, ce n'est pas une construction qui s'adresse uniquement aux couches de la société défavorisée, mais il y a une vraie mixité. Même des personnes qui gagnent bien leur vie peuvent profiter de cette offre et c'est voulu par la ville de Vienne, justement pour ne pas polariser, ghettoiser. C'est pour la mixité sociale, puisqu'on dit toujours, oui, il y a des personnes qui gagnent pas bien leur vie et qui n'ont pas accès au logement, parce qu'il y a aussi ceux qui gagnent mieux leur vie, qui ont accès, mais c'est parce que cette mixité, elle est voulue, même dans le logement subventionné ou social. Et ce n'est pas du tout la même chose ailleurs en Autriche. Anne-Catherine Fleit, vous avez parlé de leur projet de recherche. Vous avez cité quelques exemples, chez Moore und Trifala aussi. Donc, cet aspect du logement abordable, est-ce que comment on gère quand même les coûts qui sont en augmentation pour tous les matériaux? Et est-ce qu'on peut encore proposer ce système avec des coûts modérés et des loyers modérés? Oui, ce sont les points d'interrogation qu'on a. Il peut se passer plein de choses en chemin. Les prix du loyer, ça, c'est des standards. Là, on ne peut rien y faire. Ça, c'est encadré. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières années. Bien sûr, il faut faire des économies. C'est une très longue liste des économies à réaliser. Et puis, il faut que ça rentre dans ce cadre qui a été défini, y compris pour le prix. Et on ne peut pas faire grand-chose. Nous sommes obligés de s'adapter et on essaye, bien sûr, on a envie d'être engagé et le bailleur social, il nous suit. Le bailleur social, il a exactement les mêmes contraintes. Voilà, il doit aussi gérer et faire avec les prix du marché. Donc, c'est à chaque fois une lutte. Et le prix, malheureusement, c'est souvent éliminatoire. On essaye. Donc, il y a beaucoup d'engagement à chaque fois, beaucoup d'espoir, mais c'est tout à fait possible que sur le chemin, il y a des choses qui vont pas aboutir. À l'époque, les loyers étaient plafonnés, mais aussi les coûts de construction. Ce système, il ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce sont les bailleurs qui disent combien ça coûte. Et puis maintenant, le financement, c'est peut-être pas sur 30 ans, mais sur 60 ans. Et c'est comme ça qu'ils peuvent
compenser ces coûts de construction plus élevés. Mais après se pose bien sûr la question de la qualité, parce qu'il y a des matériaux de luxe, il y a aussi les façades qui sont de plus ou moins de bonne qualité, mais nos façades nos maisons sont toujours à basse consommation d'énergie. Et aujourd'hui, de toute façon, on ne veut pas aller en dessous d'un certain niveau, en deçà d'un certain niveau. Et il y a par exemple aussi la réglementation de l'accessibilité. Donc du coup, il faut aussi s'adapter à ça. Et on n'a pas les mêmes possibilités qu'aux Pays-Bas, par exemple, pour faire des économies. Donc la marge de manœuvre dont on dispose, elle est très faible. Et la qualité, elle doit ne pas se définir par rapport au coût, mais par rapport à comment on trouve des solutions. Et malheureusement, c'est parfois dans la réalisation, et ça n'a rien à voir avec l'argent, mais avec l'incapacité des corps de métier, par exemple. En France, on a le problème que des corps de métier, ils ont moins de savoir-faire. Aujourd'hui, c'est tout simplement ça. Ils n'ont plus toutes ces palettes de savoir-faire. Et du coup, on a un petit peu des arguments phares, par exemple les matériaux bio, mais après, ça peut être dans le projet, mais après le coût, en vrai, ça n'ira pas. Donc il y a très peu de marge de manœuvre. Nous sommes dans une phase de transition. Nous avons commencé maintenant de faire des bilans CO2 pour tous les projets, et la législation, elle va suivre. Je pense qu'on aura bientôt à Vienne un décret de économie circulaire. Il faut remplir certains standards, bilan CO2, économie circulaire, et en parallèle, on a des recherches systémiques pour pouvoir créer d'autres solutions. Donc du coup, on est vraiment dans cette période de transition où on crée de nouveaux standards qui vont être à suivre, et je pense que ça va être positif. Encore une fois, ces nouveaux standards et cette nouvelle norme, là, c'est aussi au niveau politique que ça change. À l'exposition internationale de la construction, ce sujet a été abordé. J'ai lu un livre de Bruno Kuhlmann, qu'on ne parlait plus d'habitat, mais de vie, dans le sens vivre. Ce qui m'a beaucoup impressionné dans vos présentations, c'est que vous inventez de nouvelles vies de vie grâce à l'architecture, de nouvelles façons de vivre. Et le fait que ce soit abordable, cela ne veut pas dire que l'on développe simplement un nouvel habitat, mais que surtout les populations ont l'air, et les habitants ont l'air d'être d'accord pour partager, pour prendre des responsabilités, pour faire des choses en commun, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est très apprécié en France. Qu'est-ce qui les motive, les personnes? Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je voulais dire, mais voilà, cette idée du voisinage. Pourquoi est-ce que les Viennois se passionnent pour cela? Comment se fait-il qu'ils soient prêts à expérimenter autre chose? Ils sont curieux. Parce que vous nous avez parlé d'accompagnement. Ben, je ne sais pas si c'est très différent d'ailleurs. Ah, mais c'est quand même une question difficile. Et je ne sais
pas tout à fait comment répondre. On ne sait pas qui va habiter là. Évidemment, grâce à la modélisation, on a une idée d'eux et on peut proposer. Et après, on voit si les gens vont l'accepter ou pas. Ce que l'on a appelé la pièce en plus, le bonus, on ne sait même pas s'ils sont prêts à l'accepter. Mais les promoteurs et les bailleurs sociaux, la ville de Vienne essayent quand même de pousser à cela. Par exemple, la mixité sociale, vous l'avez abordé. On ne veut pas avoir de ghetto. Il y a toujours un mélange de personnes, de catégories socio-professionnelles, de parcours de vie. Et en raison de ces parcours de vie différents et des différences tout court, on peut éventuellement s'éloigner un peu de l'appartement classique, familial. Voilà. Et donc, on peut aussi offrir quelque chose d'autre. On n'est pas obligé d'offrir systématiquement l'appartement de 3 pièces pour une famille de 4. Et on essaye, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, comme par exemple travailler et vivre aussi. Ça, c'est quelque chose dont on n'a même pas parlé ce soir. C'est peut-être un marché de niche, mais et puis, enfin, je sais pas. Il y a tellement de paramètres différents qui peuvent aboutir dans une forme d'habitat différent. Et puis, il y a des choses auxquelles on n'a même pas encore pensé. Donc, je crois qu'il y a pas mal de liberté encore et d'espace, si je puis dire, pour inventer de nouvelles formes d'habitat. Il faut faire en sorte que l'offre convienne au plus grand nombre. Oui, puis il y a aussi toujours on les appelle les trendsetters, ceux qui sont curieux, qui ont envie de faire les choses autrement et puis qui vont un petit peu contaminer les autres parce qu'ils vont trouver ça formidable, ils ont envie de vivre autrement, des façons alternatives de faire. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés, comme on l'a vu aussi, et qui même le processus d'accompagnement peut durer plusieurs années parce que ce n'est pas facile, parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'on a même eu aussi des expériences où tous ces espaces communs, où certains avaient pourri gentiment parce que personne ne s'en servait. Ils sont laissés à l'abandon et voilà. Donc, mais quand ça fonctionne, il faut le documenter et de manière à ce que ça, petit à petit, ça fasse partie des habitudes et que ça aille de soi. Mais bon, sans l'accompagnement, dans un premier temps, il ne se passe pas grand-chose. J'ai essayé de vous montrer qu'à Vienne, qui est une grande ville. Ce n'est pas une ville aussi grande que Paris, mais néanmoins, il y a des demandes différentes, comme par exemple la partie loft. Ça, c'est une thématique de niche. Nous avons proposé un modèle qui n'existait pas sur le marché. Et tout à coup, ça a développé, ça a créé un mouvement absolument incroyable et un engouement. C'était le contraire du salon. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui rentrent après 10 heures de travail et qui n'ont pas le courage d'interagir avec les autres. Et à eux aussi, il faut proposer, à elles, pardon, ces personnes, il faut leur proposer un habitat qui leur convienne. Donc, c'est pour ça aussi que l'on travaille sur la modularité des lieux. On n'a pas toujours envie de la même chose au même moment. Ça doit pas être un habitat intégré, une façon de vivre intégrée. Il faut que ça reste libre. Et on a bien vu aussi que les gens réagissent différemment. Oui, donc voilà, il y a des candidats, donc ils ont le choix et c'est pas le système où on s'inscrit sur une liste et puis la ville vous attribue un logement. Je pense que pour les Français en général, on souhaite sans doute encore, enfin le Français moyen souhaite encore un appartement dit classique.
Oui, mais on peut quand même changer les formes. Et je vous parlais de modularité parce que, voilà, on doit pouvoir s'y retrouver en fonction de ce que l'on veut. Oui, vous avez parlé d'accompagnement. Est-ce que cela veut dire que les architectes, après la construction, sont encore actifs et qu'ils sont actifs et fournissent un service après-vente, une fois que le bâtiment a été terminé, je sais, on a vu, hein, vous prenez beaucoup de photos, mais est-ce que vous avez encore un lien avec les habitants? Ben non, pas nous. Je vous l'ai montré, je vous l'ai montré avec les photos de la sociologue. Nous travaillons avec différents acteurs ou partenaires qui reçoivent les habitants lorsqu'ils emménagent, qui les accompagnent, qui organisent des ateliers. C'est ce que j'ai montré, qui organisent des ateliers de rencontres, des partenaires ou des acteurs qui animent des ateliers, qui mettent en place des processus pour aider les habitants à utiliser ce que c'est qu'un espace commun, à formaliser leurs propres envies. On voit bien, nous, la différence entre là où il y a une aide et là où il n'y en a pas. Un accompagnement où il n'y en a pas. Et c'est vrai que l'appropriation d'un espace ne se fait pas aussi rapidement quand il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est aussi ce que souvent nous sous-estimons. C'est ce besoin d'accompagnement. Et c'est essentiel, plus le bâti est grand. Parce qu'on ne sait pas forcément comment les gens s'identifient avec le lieu où ils habitent. Et puis, ça veut dire aussi que la durabilité, elle s'exprime aussi dans le temps que les personnes, les habitants vont passer dans cet appartement, dans cette maison, etc., dans ce lieu, quel qu'il soit. Mais c'est vrai que ça n'existe pas forcément partout. Parce que souvent, les gens viennent, ils regardent et puis ils se disent « Oh, bah là, c'est pas terrible, on a fait des économies. » Par exemple, dans le bâtiment Brise-Soleil, on a fait des économies, en particulier sur l'arrosage automatique. Eh bien, parce que, oui, il y a des promoteurs qui viennent et qui tout à coup, deviennent particulièrement radins. Et nous, on a fait un travail de plaidoyer absolument incroyable pour que l'arrosage soit remis en place, parce que toutes les plantes étaient en train de mourir. Et on insiste souvent sur certains aspects de ces économies qui sont faits. On ne les laisse pas forcément passer parce qu'on ne veut pas que ça soit fait pour rien. Donc économie, oui, mais à partir du moment où c'est ensuite quand même utile. Alors, encore deux petites questions avant d'ouvrir à la salle. Vous enseignez. Alors, lorsqu'un immeuble, tel que ceux que vous nous avez présentés, retentissent positivement, et d'ailleurs c'est un honneur sans doute pour vous de participer à cela, est-ce que cela permet d'enseigner la construction, l'architecture différemment, et est-ce que cela permet à vos étudiants de s'identifier ou en tout cas de choisir peut-être avec plus d'enthousiasme la construction d'un immeuble par rapport à une salle de concert ou un théâtre? Alors, à l'époque où moi je faisais mes études à Graz, un des professeurs avait dit, professeur qui enseignait juste la construction du logement, et il disait c'est ce qu'il y a de plus noble, construire des logements. Et je m'en suis toujours souvenu.
C'est vrai que quelquefois, c'est pas toujours très attrayant. Il faut s'approprier le projet, en particulier lorsqu'on fait du logement social. C'est pas forcément, ça ne génère pas toujours un enthousiasme démesuré, mais je crois que vraiment, quand on a envie, quand on rentre un peu dans les détails et quand on prend ça comme une aventure, ça va déjà nettement mieux. Et puis en Autriche, il y a aussi des instituts de formation qui sont spécialisés dans la construction de logements. Et eux, ils garantissent le fait que on y mette l'énergie nécessaire et l'enthousiasme nécessaire. C'est un petit peu finalement comme construire un hôpital, hein. C'est tout aussi exigeant. J'ai quand même l'impression que les jeunes, en se basant sur leur propre expérience de vie, s'intéressent à cela. Et qu'ils développent aussi, sans doute, après leurs études, des choses bien plus passionnantes que ce que peut-être on leur a enseigné. En tout cas, on n'enseigne plus comme on le faisait il y a des dizaines d'années, hein. Il y a quand même, on a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui n'ont même pas de permis de conduire, qui n'ont pas de moyens de locomotion propre, à part peut-être un vélo et encore, et qui pourtant n'ont absolument aucun problème à communiquer les uns avec les autres, à aller se voir les uns et les autres et à circuler dans un espace public ou non. Donc, pendant longtemps, l'offre, par exemple, l'offre de logements tels que ceux que nous les avons vus n'existe pas. Et pourtant, c'est un souhait où on a envie de cela quand on les voit. Donc je crois que oui, ça suscite un peu plus d'enthousiasme qu'avant. Donc vous étiez au courant tous les trois du travail des deux autres. Et on a vu même que vous empiétez presque sur les mêmes terrains, mais nous avons appris que vous vous rencontriez aujourd'hui pour la première fois, et ça se fait à Reims et non pas à Vienne. Alors, dernière question de ma part. Maintenant que vous vous connaissez physiquement et que vous avez aussi écouté les présentations des uns et des autres, et des unes et des autres, où se trouve la principale différence entre vous trois et quelle est la question que vous avez toujours eu envie de poser à vos collègues? Ah bon, le temps n'est pas passé là? Non, je ne veux pas lancer une polémique, ne vous inquiétez pas. Ah mais ça va nous prendre un temps fou, alors on va attendre de boire une coupe de champagne. Mais vous travaillez tous les trois à Vienne. Est-ce que cela vous aide à peut-être développer une vision commune? Je crois que ce qui nous lie, c'est certainement de répondre à un besoin sociétal. Et chacun le fait avec sa spécificité. Et il y a des points... Et ensuite, on a des intérêts un petit peu différents. Je vous ai évité ce qui n'a pas encore été mis en œuvre. Je ne vous ai montré que des projets qui sont terminés. Mais j'ai aussi beaucoup apprécié, par exemple, les présentations des projets qui ne sont pas encore, qui n'existent pas encore, qui en sont encore à l'étape de modèles et de maquettes. Je crois qu'on se pose certainement tous les trois de notre manière, chacune individuelle, mais on se pose les bonnes questions et on trouve qu'on travaille sur ces questions émergentes de la société. On a quelques minutes pour des questions venant du public que vous pouvez poser dans la langue de votre choix. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, je crois que quelqu'un devait... Alors, mon allemand n'est pas suffisant, je vais la poser en français. J'ai deux questions. J'ai été à Vienne assez souvent. Ce qui m'a frappé, c'est pour les espaces communs, puisqu'ils ont fait l'objet d'une présentation dans vos projets neufs, assez fort. Mais j'ai été sidéré de voir des panneaux avec
indicatif, si vous voulez, d'enfants jouant la balle barrée d'une croix, puis de l'autre côté, il y avait celle des chiens qui crottaient les espaces publics. Ce qui m'étonne, c'est que dans les Hofs historiques, quoi, de l'ancienne Vienne rouge, ces espaces communs, qui devaient être sans doute aussi actifs et animés et dynamiques que ceux que vous présentez dans vos projets neufs, aujourd'hui, visiblement, on interdit les animations liées aux enfants. Alors je pose quand même la question, on était sur des logements, sur des constructions neuves, d'accord, mais qu'est-ce qu'il advient aujourd'hui de ces Hofs ou de ces Siedlungen, de ces cœurs de Hof, quoi, de Wohnsiedlung à Vienne? Ça, c'est une question. Et l'autre, est-ce que les architectes que vous êtes là, en parlant de standards de construction, sur l'aspect innovation, on peut aussi retourner la vision en disant, est-ce que dans les standards de modularité ou d'espace libre, c'est-à-dire sans cloison, avec un espace très ouvert, très lumineux, mais sans cloison intérieure, ne participe pas de la crise des coûts, et que c'est la solution, entre guillemets, la solution technique que vous avez trouvée, mais pour l'instant, la solution ou la transposition sociale est encore à devenir, quoi. Je vous titille un petit peu parce que c'est vrai qu'au lieu de battre pour la reconnaissance des coûts, comme c'est peut-être fait en Suisse, mais je peux me tromper, c'est une approche, une lecture que j'ai, où le coût de construction est très élevé, mais il est assumé, est-ce que les architectes ne feraient pas mieux de dire avec les maîtres d'ouvrage que le coût de construction, aujourd'hui, il est temps, quoi, et dire que ce n'est pas nous qui inventons les prix sont donnés par l'industrie, des matériaux, et puis les bâtisseurs, enfin les constructeurs. Voilà. Je réponds en français. Du coup, je réagis à votre dernier point, dernière remarque. Merci. Quand on fait ça, c'est pas évident. Dans ce corset de concours pour logement subventionné, les coûts jouent un rôle important. Donc, à chaque fois on est toujours très transparent avec nos coûts, on calcule, ça coûte ça. Mais, comme dit, ça enfin, je sais pas, j'ai sûrement mal l'expliquer maintenant. Vu que le coût fait partie d'un des 4 paramètres les plus importants, pour le jury, ce sera toujours le projet avec le plus de mètres carrés et le moins de... C'est bête, mais c'est comme ça. Et le moins de budget, on va dire, qui va gagner. Parce qu'au final, il faut que le loyer reste abordable et le coût est lié à ça. Donc, on peut venir avec des constructions très, très ambitieuses, mais on passera pas à l'étape. On passera pas à l'étape du... Donc, il faut rester lucide. Il faut voir, bien sûr, on peut passer la question de comment on veut construire. On calcule toujours nos comptes de manière... Parce que c'est vrai, il faut qu'on les tienne. Donc, on les calcule de manière réaliste. Mais vu que c'est enfin, c'est pas si facile. On peut le faire, mais ça veut dire que... Enfin, le résultat n'est pas... Enfin, je sais pas si ça répond plus ou moins au... C'est pas comme un concours public où on vient avec... C'est pas dans ce même esprit. Je sais pas si... Est-ce que le paramètre est-ce que l'approche typologique, justement, n'est pas une variable économique forte, oui, qui vient, je dirais, un peu, pas polluer le débat, enfin la réflexion théorique, quoi, que vous mettez en avant, mais c'est vrai que quand on construit une salle de bain pour les questions de contraintes de personnes à mobilité réduite, un truc, si vous enlevez toutes les cloisons partout, vous gagnez un espace, quoi. Et donc, ces cloisons-là, vous les gagnez parce que vous n'avez pas non plus à les construire. Par contre, après, on est dans la problématique de l'acceptabilité, de l'acception des modes de vie qui vont avec, quoi, quitte à inventer du mobilier que pourrait payer d'ailleurs le futur locataire ou l'acheteur, quoi. Et du coup, vous externalisez une certaine forme de coûts qui autrement vous pénaliserait. Alors c'est un peu vicieux comme question, mais c'est vrai que les architectes ils sont à répondre aux contraintes toujours plus fortes, quoi. Et puis à un moment donné on accepte. Et puis j'espère qu'à un moment donné l'archi il a plus le dos assez large, quoi, et le poids va quand même l'écraser. Enfin, je réagis comme ça aussi.
Also ich glaube schon, dass wir Antworten geben können. Das Diktat der Industrie. Oui, il y a le diktat de l'industrie et du marché. Je pense que c'est le même dans les deux pays. Mais on peut trouver des réponses et des solutions typologiques. C'est pas uniquement le plan, parce que tout le monde ne veut pas vivre comme ça dans les projets. Ce qui est important, c'est que les plans des appartements soient suffisamment intelligents pour avoir des petits plans qui permettent un espace de vie généreux. Donc, on essaie effectivement d'éviter des couloirs, etc. On essaye d'avoir un centre qui dessert tout pour perdre 15-20 mètres carrés de couloir qui sert à rien d'autre que de passer d'une pièce à l'autre. Et ça, c'est une solution que nous, architectes, pouvons fournir. Bien sûr, il y a des difficultés, des contraintes au niveau du financement, mais voilà. Comme vous suggérez, c'est pas pour réduire les coûts, non. Les questions qu'on se pose par rapport à ça, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un couloir? Qu'est-ce qu'il peut offrir à ces personnes? Qu'est-ce que ça coûte? Bien sûr, ça fait partie des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions? Le logement, on ne le questionne pas tant que ça au final. Et pourquoi on ne le travaille pas plus? Pourquoi on ne le re-questionne pas plus? Et pourquoi? Et toutes ces réflexions-là, ça fait partie. Après, bon, on peut les réduire au coût, mais non, c'est jamais notre démarche. Il y a aussi une réflexion par rapport à le nombre de matériaux qu'on utilise. Si on a une bonne... c'est un win-win. Si on arrive à remplacer un mur par autre chose, ça a plein de points positifs aussi. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose... Après, il y a forcément... Ça n'arrive pas toujours bien chez tout le monde, mais ce n'est pas grave. Les changements, il y a toujours besoin de... Ça prend du temps, il y a des contre, il y a des pour, ça fait partie, mais il faut essayer. Et je trouve que ces questions, elles sont importantes, elles sont relatives, elles sont fondamentales dans le logement. Après, ça ne veut pas dire que tout est super. Enfin, bien sûr, il y a des points qu'on peut critiquer, il y a des points qui restent compliqués, mais c'est quand même important que ça reste dans une dynamique de... Dans les 50 ans qu'on se pose cette même question. Peut-être Bernd Fay, et puis après on va devoir... Vielleicht muss man was Grundsätzlicheres noch dazu Oui, sagen. peut-être il faut expliquer les choses. Donc, la Vienne rouge, dans les années 20, tout n'était pas non plus super. Bien sûr, les enfants, ils étaient dans ces cours intérieures et c'était une espèce de sécurité, mais en même temps, il y avait aussi des maîtresses qui étaient là pour les ramasser et pour leur donner une éducation socialiste. Donc voilà, aujourd'hui le problème, je pense, lorsque nous faisons de l'architecture, nous sommes en fin de chaîne décisionnelle. Nous avons des contraintes à remplir, tout a déjà été déterminé et là où il y a un levier, c'est au niveau de l'urbanisme, au niveau de la ville. Et j'ai montré à Nordbahnhof Freie Mitte, justement, nous avons réfléchi comment garder cet espace vert pour créer de la nature dans la ville sauvage, mais ça a mis 5 ans avant que la ville de Vienne accepte qu'un espace naturel sauvage puisse exister au sein de la ville. C'était un problème idéologique de faire quelque chose pour laquelle il n'y a pas encore de normes. Mais aujourd'hui, c'est acté. On considère l'aménagement de l'espace ouvert et libre différemment. Mais quand on construit, ces jalons, ils sont déjà posés et il y a d'autres problèmes. C'est pourquoi je dis souvent l'architecture, ça arrive trop tard. C'est déjà au niveau de l'urbanisme qu'il faut démarrer. Merci beaucoup. C'est un mot de la fin qui est très puissant. Bien sûr, le débat, il va se poursuivre avec du champagne même. Merci beaucoup pour ces discussions très
très intéressantes et pour vos interventions. Merci, Et Ariane. c'est notre hôte qui va Il est avoir temps le de vrai mot de la fin. fermer le débat. Voilà. Donc, merci à tous les trois. Merci Bernd, merci Anne-Catherine, merci Maud, merci Ariane. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette édition 2025 des Rencontres européennes de l'architecture. Voilà. J'ai une question. Vous voulez continuer à boire de l'eau? Alors suivez-moi. Merci à vous.